Ça y est, vous êtes installés. J'espère que vous êtes confortablement installés. Merci la régie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle Georges Brassens à Lunel, qui est une salle magnifique, qui est au moins aussi magnifique que Georges Brassens, notre poète local, enfant du département de l'Hérault, qui a monté les couleurs de notre département au plus haut, au niveau national. Demain, ce sera le rôle d'Iman de porter à l'Assemblée nationale haute les couleurs du département et de la 9e circonscription de l'Hérault. Tout d'abord, je vais remercier notre équipe de campagne et je vais vous les présenter puisqu'on a la chance d'avoir une équipe de campagne très jeune, très dynamique, qui a été formée à l'école de la République et vous savez que l'école de la République, c'est quelque chose de très important pour nous. Tout d'abord, Tristan, qui est ici. Il y a 20 ans, Tristan, qui vient de valider sa 2e année en droit, avec mention. Bravo Tristan, félicitations. Gérer ses études et une campagne électorale, c'est pas simple. Ensuite, on a Manon, qui est cachée en règle générale. Elle est là-bas derrière. C'est notre coordinatrice militante. C'est elle qui informe tout le monde sur Facebook, qui envoie des mails, qui relance, qui envoie des SMS. C'est elle qui organise et qui rationalise l'intégralité des relations entre le matériel, les informations et le terrain, c'est super important. On a Clément Jossin, qui est là-bas, qui est notre directeur de communication, c'est la terreur de la presse. Et on a Swad Azibi, qui est au milieu ici, qui est notre mandataire financier, que je salue, que je remercie. Qui est une personne très importante et on ne peut plus puisque dans une campagne électorale il faut des fonds et nous comptons sur vous pour effectivement aller voir Swad et aller lui faire les dons qui sont nécessaires pour nous, en tout cas pour faire une communication qui soit cohérente et pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette campagne électorale. Voilà, merci en tout cas à vous tous, l'équipe, et puis aussi à tous nos militants. Une partie qui est là, une autre partie qui est dans la salle. Des militants qui sont toujours présents avec nous, le jour, la nuit, à coller, à tracter, à boiter, à rencontrer les gens, à partager. Ce qu'il y a de génial dans cette aventure, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait de politique et qui commencent à en faire, et qui commencent à rentrer en contact avec les autres. Et c'est quelque chose de fondamental pour nous, de réellement se connecter les uns aux autres. Et on parle. Et on parle de quoi? On parle de l'avenir en commun. Et notre avenir en commun, c'est l'avenir de nous tous. Donc sur notre circonscription, qui se découpe de Lunel, qui longe le Vidourle jusqu'à la Grande Motte, qui ensuite serpente entre la mer et l'étang de l'Or jusqu'à Carnon, puis ça remonte sur Montpellier, Port-Marianne, les Aubes, la Pompignane, et on reprend l'autoroute pour boucler jusqu'à Lunel. Donc c'est une très très jolie zone qui est vraiment frontalière avec le Gard et qui contient un peu plus de 83 000 inscrits, 83 000 âmes qui votent, qui doivent s'exprimer dans une démocratie vivante. Nous avons été dans cette circonscription plus de 18 000 à soutenir le programme de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun. Et sur Lunel, nous avons été plus de 4 000 à plébisciter le programme de l'avenir en commun. C'est dire l'importance de ce programme. Bravo à tous. Élément important, c'est qu'il y a eu 1000 personnes de moins sur la circonscription qui ont été pris par les lumières du libéralisme macronien. Et c'est une très très belle réussite parce que du coup, on est face à des personnes qui sont éveillées et qui sont conscientes. Et du coup, c'est très agréable parce qu'on est vraiment sur un tissu local qui est vraiment conscient des difficultés qu'on a et qui ne se laisse pas berner par des espèces de panneaux publicitaires ou de têtes de gondole, si je peux m'exprimer ainsi. Le vrai vainqueur, par contre, c'est l'abstention. On a plus de 11 000 personnes qui ne se sont pas déplacées pour voter au premier tour des élections, un peu plus au deuxième, on a des raisons. On a un gros problème de mobilisation dans ce moment-là de démocratie. On en a encore plus au niveau de la législative, donc c'est très important
que tous, que toutes, vous rencontriez les gens, vous les incitiez à sortir, à aller voir les gens et surtout à aller voter le 11 juin, parce que c'est maintenant que ça se décide, parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse. Parce que ça ne se décide pas que par le fait du roi ou du prince, ça se décide par le peuple, puisqu'on est dans un régime parlementaire et que c'est l'Assemblée nationale qui fait le travail. Et moi, ce que je veux, c'est que Imane Ndiani, ici présente, soit à l'Assemblée nationale pour nous représenter tous. Alors ne croyez pas les magiciens, le FN a perdu des voix à l'entre-deux tours. Voilà, c'est un fait important, marquant. On est sur un réel rejet de ce programme-là, on n'est pas du tout sur une caution non plus libérale, mais on est sur un rejet du Front National. Si on perd des voix entre deux tours, c'est qu'on a pris conscience qu'il y avait un vrai problème. Au départ, on était en colère, on a dû aller certainement voter FN au premier tour parce qu'on était en colère. Et quand au deuxième tour, on a vu qu'on n'avait vraiment pas le choix, on est revenu sur notre décision. Donc, ne croyons pas que les votes FN sont des votes définitifs, que les personnes sont réellement et profondément ancrées dans cette thèse ou dans cet état d'esprit. Il faut ramener tout le monde à la raison, et la raison de l'avenir en commun, c'est réellement de choisir un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle façon de voir les choses. Alors moi, je soutiens Imane Ndiani, pourquoi? C'est relativement simple, je la soutiens pour ce qu'elle est. C'est une femme convaincue, déterminée, qui est de tous les combats, qui se bat depuis qu'elle est arrivée sur l'UNEL aux côtés de toutes les associations pour faire avancer les projets, pour rapprocher les institutions et les associations, pour améliorer le tissu social local, qui est toujours proche des citoyens et des quartiers populaires ou des quartiers oubliés ou des centres d'intérêt locaux. Pour ma part, moi je suis issu de la société civile, mais de la vraie société civile, pas de la société civile de monsieur Édouard Philippe. J'ai un engagement qui est basé sur l'intérêt général, réellement et profondément l'intérêt général. Je suis papa de 2 enfants qui sont aujourd'hui face au chômage, à la précarité, à l'exploitation et à la dépendance. Nos jeunes n'ont pas de travail rémunéré justement aujourd'hui. Ils n'ont plus de CDI, ils ne présentent pas assez de garanties, tant quand ils veulent créer leur propre emploi ou leur propre entreprise, ou quand ils veulent prendre leur indépendance. Si nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner un avenir meilleur à nos enfants que la vie que nous avons eue nous-mêmes, c'est que nous régressons. C'est que nous n'avons pas avancé. Et si nous régressons aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément une caste, une oligarchie, qui est en train de prélever au peuple et qui ne lui permet plus de réellement s'épanouir et grandir. Alors nous sommes la vraie société civile, celle qui souffre, celle qui travaille, qui bâtit, qui construit, pas celle du gouvernement d'Édouard Philippe, vous l'aurez compris, qui réunit ce qu'il y a de pire au Parti Socialiste, ce qu'il y a de pire comme opportuniste chez les Républicains. Et tout ça afin d'instaurer sous la houlette d'un monarque présidentiel un nouveau parti, le Parti libéral. Voilà. Il n'y a plus de parti socialiste, il n'y a plus de parti républicain, il n'y a que le Parti libéral. On a une grande force qui se dit de progrès, et nous, qui sommes de l'autre côté. Je pense qu'on y est. Hein. Ces vieilles recettes qui ne marchent pas depuis plus de 30 ans, qui vont encore nous resservir. Il faut flexibiliser, il faut rentabiliser, il faut être plus compétitif. Le problème, ce n'est pas d'être plus compétitif ou de flexibiliser. Le problème, c'est d'essayer de pouvoir construire quelque chose qui soit durable et pérenne pour tous et par tous. Pour tous, parce qu'une entreprise, elle a besoin de se développer, mais pour se développer, elle a besoin de la richesse de ses salariés. Et si vous maltraitez vos salariés, en règle générale, ils ne vont pas nécessairement avoir très envie de donner pour développer l'entreprise. Donc on est sur un vrai lien, sur une vraie cohérence, quelque chose de très global, mais qui en même temps donne du sens à nos rapports humains. Je pense que c'est pas ça, le renouvellement que nous avait promis M. Macron. Alors aujourd'hui, on est sur ces recettes qui vont favoriser la finance, la banque, le CAC 40, le MEDEF. Bon, c'est un choix de vie. Nous, c'est pas notre choix. Notre choix, c'est de changer de procédé, changer de façon de faire. Notre rôle à nous, ça va être
de réellement se battre contre ces libéraux, faire rempart et devenir le dernier bouclier contre cette sauvagerie qui risque de s'abattre sur nous si on n'y prend pas garde dans les semaines à venir. Alors ma bataille et mon combat, c'est de soutenir Imane, de porter sa candidature, de convaincre le plus grand nombre et de la mettre en capacité de protéger nos acquis, de défendre l'intérêt général, de proposer un autre avenir que celui de l'Alliance libérale. L'UNEL a su grandir et s'enorgueillir de sa mixité. Il ne faut surtout pas oublier que nous sommes sur des territoires qui sont, à aujourd'hui, très massivement touchés par le chômage. Et que, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, on est tous touchés par ce désastre. Mais l'UNEL a réussi à faire sortir des choses absolument extraordinaires de chez elle. Ici, on fait de la course camarguaise, je vais reprendre mon truc, c'est pas mal. L'élevage taurin, voilà. On y partage souvent des gardianes, des paillas, des couscous autour d'un verre de muscat, et on a une idée un petit peu extraordinaire de la liberté et du vivre ensemble. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur l'UNEL. Et c'est apparemment pas ce que tout le monde voit. Vous avez eu Julien Doré qui a fait ses études ici. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même une star. Vous avez eu aussi Patrick Castro, qui est un très très grand réalisateur de l'UNEL, internationalement connu. Puis vous avez Manitas de Platas et son frère. Il va y avoir aussi quelque chose très bientôt sur un hommage à Manitas. Voilà, donc cette circonscription, elle est merveilleuse. L'UNEL est un de ces grands pôles sur le nord de cette circonscription. Et il faut impérativement qu'on conserve cette terre de tradition, mais aussi cette terre où on arrive à vivre ensemble de façon totalement équilibrée et logique. Voilà. Nous avons rencontré aussi ici des jeunes désabusés, d'autres qui avaient perdu la foi en cette idée que nous sommes libres et égaux en droit. Lorsque tout est ressenti aussi violemment, nous sommes responsables collectivement de l'abandon de nos enfants au péril extrémiste de tous bords. Et ben, moi j'ai un message, c'est non, monsieur Vignal, l'UNEL n'est pas une terre djihadiste, absolument pas. Et pour le candidat FN, j'ai un message, c'est non, l'UNEL n'est pas sous le joug ou la coupe d'intégristes radicaux, absolument pas. C'est absolument pas ça. L'UNEL souffre de l'absence de monsieur Vignal dans l'hémicycle, qui a été un des plus gros cancres de cette législature. Mais elle souffre aussi de l'appartenance au système de monsieur Vouzelot, le candidat FN, qui réfute en permanence le système, mais qui vit depuis 22 ans de ce système, justement. Et puis il y a aussi madame Genin-Vignot, qui, elle, souhaite tout privatiser. C'est le rêve de la privatisation absolue des Républicains. Voilà. Ben non, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on va aller chercher, et c'est surtout contre ça qu'on va aller se battre. Donc en fait, pour aller plus loin, si j'ai de la sueur dans l'œil, ça va être compliqué à lire. Donc pour aller plus loin, on va aller être relativement simple, pour sortir des postures de certains et des tambouilles politiciennes abjectes, qui poussent toujours plus loin les citoyens de cette République, qui divisent plutôt que d'unir, qui les détournent du vote engagé et éveillé par désespoir. Nous représentons la seule force capable de défendre les intérêts de nos concitoyens de l'UNEL et de la 9e circonscription. Ces enrubanés attachés à leurs intérêts personnels n'ont que faire de l'intérêt général. Sinon, ils auraient lutté. Ils auraient lutté, par exemple, contre les 11 millions d'investissements sur des arènes qui, aujourd'hui, vont intéresser peut-être 5% de la population, qui ne vont pas drainer de passages touristiques, qui ne vont pas nécessairement rentabiliser les entreprises lunéloises à proximité. Ils se seraient battus aussi pour augmenter la fréquence des trains entre l'UNEL et les métropoles, qu'elles soient la métropole nîmoise ou la métropole montpelliéraine. Ça aurait désenclavé et en même temps permis à nos jeunes de pouvoir aller travailler plus rapidement dans un territoire un petit peu plus large. Et puis aussi, on aurait travaillé sur rapprocher les Lunélois plutôt que de leur mettre des étiquettes ou de les stigmatiser. Je pense que ça aurait été plus juste. Donc non, aucun de tous ceux et de toutes celles qui vont se présenter ne pourra rivaliser avec Imane Jani. Personne. Aucun. Pour une raison super simple. C'est que c'est la seule à porter un programme qui s'appelle l'Avenir en commun.
le programme de la France Insoumise. Attends, parce que j'ai pas fini, ne me dis pas merci. C'est une militante associative qui est tenace, qui ne lâche jamais rien, qui laisse pas tomber, qui se bat jusqu'à la fin, qui monte à Paris pour défendre une école de la deuxième chance, qui rencontre Madame El Khomri quand elle descend, qui intervient auprès du préfet, qui va voir Monsieur Macron quand Monsieur Vignal l'emmène parader à Saint-Just, ou pêcher l'anguille. D'ailleurs, l'anguille, je trouve que c'est un animal très caractéristique des deux personnages. J'ai trouvé ça sympa. C'est un joli clin d'œil en tout cas. Et puis vous avez tous vu Macron invectiver un jeune garçon en lui disant que sa tenue, s'il voulait avoir un costard, il fallait qu'il travaille. Alors ouais, moi aussi j'ai hué, et le truc qui m'a fait un peu bondir, c'est que les éléments qu'il a apportés, c'était pas nécessairement des éléments qui étaient cohérents. Pour travailler, messieurs Macron, Vignal, Ouzelot, la clique et autres, il faut du travail pour travailler. Il faut un emploi, il faut des entrepreneurs, il faut des entreprises. Il faut aussi des consommateurs avec des salaires. Parce que si on n'a pas de consommateurs avec des salaires, on n'a pas d'entreprise qui fonctionne. Et on n'a pas d'entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre. Donc on est encore dans cette espèce de logique. Mais pour pouvoir se payer un costard, messieurs les bien-pensants, il faut avant payer son logement. Il faut payer son énergie, même si elle est nucléaire. Bon, nous, on préférait qu'elle soit renouvelable, mais bon, parfois, on y arrivera peut-être un jour. Il faut payer son eau, qui pour nous est un bien commun et universel, mais que certains s'accaparent et considèrent que c'est une marchandise. Il faut payer aussi les associations pour nos enfants, les TAP, les temps périscolaires. Donc ça, c'est encore une fois de l'argent à débourser. Et ces associations où nos enfants apprennent à vivre et à s'enrichir de leurs différences. Les loisirs de nos enfants, ils sont plus prioritaires qu'un costard. Enfin, en tout cas, quand on n'a pas les revenus de certains, je pense que c'est plus prioritaire. Mais avant de pouvoir se payer un costard pour pavaner, il faut augmenter le SMIC. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de s'acheter un costard si on gagne plus. Et si on a un petit peu plus d'argent. Mais augmenter le SMIC, c'est pas en baissant les cotisations, messieurs. Baisser les cotisations, c'est juste faire en sorte que vous soyez obligés de vous payer vos assurances de demain. Et si on vous enlève un peu de cotisation pour vous augmenter votre salaire brut, mais que vous devez prendre ce salaire brut pour le réinvestir dans une assurance, quel intérêt ça a? Ah, c'est une charge de moins pour les patrons. Mais en tout cas, c'est une charge de plus pour nous en tant que salariés. Et je ne vois pas bien la cohérence. Ok, c'est jamais que 19 € ce que propose Macron, c'est jamais que 19 € de plus en salaire mensuel pour un smicard. 19 € par mois. Si ça, c'est le rêve d'être milliardaire, je pense qu'il y a un problème de calcul. Donc nous, on va être sur autre chose. Nous, on propose de faire passer le SMIC à 1326 €, sans toucher aux cotisations sociales, en renforçant au contraire les protections, en rendant la santé à 100%, et Iman en parlera tout à l'heure, certainement. Notre objectif, il est réellement de sortir de cette précarité totale de tout le monde et de tous à tous les niveaux. Quand on propose ce SMIC à 1326 €, l'objet, c'est que les cotisations protègent tout le monde des accidents de la vie et des dérives actionnariales. Sinon, c'est inutile. Pour Macron, El Khomri et Vignal, ils ont divisé la valorisation de nos heures supplémentaires, par exemple. Voilà, avec la loi El Khomri, nos heures supplémentaires, on est payé 2,5 fois moins qu'avant, et à partir de la 5e heure, 4 fois moins qu'avant. Autant dire que c'est effectivement des économies de bout de chandelle, mais qui multipliées par le nombre que nous sommes, devient quelque chose de très intéressant pour les actionnaires. Donc nous travaillons plus, mais pour faire gagner plus au costard, pas à nous. Parce que nous, on ne peut toujours pas se payer de costard. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On produit, on transpire, on est fatigué, on rentre chez nous et on n'a même plus le temps ou l'énergie pour s'occuper de nos enfants, jouer avec eux, passer du temps. Essayer de comprendre leur vie, grandir avec eux. Et c'est des éléments qui sont aussi générateurs de douleur, de souffrance, et qui empêchent
les parents d'être épanouis et de permettre à leurs enfants de l'être aussi, et qui crée aussi ce tissu un peu tendu qui fait que on est tous un peu énervés de ce stress permanent qui vient et qui nous angoisse. Donc demain, si on ne veut pas devenir des travailleurs à la tâche, sans protection, sans sécurité, sans stabilité, sans lendemain rassurant, sans avenir radieux, sans contrat de travail, sans garantie, sans possibilité de payer sa maison, puisque le banquier ne vous prêtera rien, vous n'avez aucune garantie à lui proposer. Eh bien, pour moi, ce n'est pas un progrès. Si on bascule là-dedans, on bascule dans quelque chose de catastrophique. C'est la situation qu'on avait en début de siècle, avant 2 guerres mondiales. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé la sécurité sociale. Ce serait quand même dommage aujourd'hui qu'on s'en sépare, vraiment. Donc, en fait, on va devenir des intérimaires du marché. On va se vendre pour 1 euro de l'heure comme en Allemagne. Donc, effectivement, il y a un peu moins de chômage en Allemagne, mais 1 euro de l'heure, ça laisse un peu rêveur. Sachez quand même que Macron va nous faire mieux, puisque le jour où éventuellement vous serez au chômage, ce que je ne souhaite à personne, après 2 refus de poste, c'est fini. Il n'y a plus d'indemnité. C'est terminé. Donc ça va être beaucoup plus facile de gérer les comptes. De gérer les comptes. On va faire des propositions, des doubles propositions très rapides pour faire dégager tout ça. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que on va récupérer de l'argent chez les retraités qui n'ont pas du tout besoin, eux, de cotiser pour un problème qu'ils n'auront plus, puisque chômeurs, retraités, ça n'existe pas. Par contre, on va aller piquer de l'argent aux retraités en augmentant la CSG, la CRDS, pour récupérer de l'argent pour éventuellement payer les chômeurs, qui resteront pas longtemps, puisque après 2, ils sortent. En revanche, l'explication, pour justifier ça, c'est que tout le monde pourra y avoir droit, même les chefs d'entreprise. Mais de quelle entreprise parle-t-on? Des TPE, des PME, des artisans. Et les PME, les TPE, les artisans, ces chefs d'entreprise-là, qui ont des entreprises qui ne sont pas du tout délocalisables, ces personnes-là, des fois, ne se payent même pas. Elles ne sont même pas au SMIC. Donc vous imaginez le truc qui est complètement incohérent, puisque de toute façon, quand ces personnes-là vont se retrouver au chômage, comme c'est basé sur leurs revenus, et que parfois elles n'en ont pas, et bien en fait, on va prélever de l'argent à des retraités, qui ne servira même pas à financer le chômage d'un chef d'entreprise. Voilà, c'est un autre chemin, c'est un autre demain, un autre avenir que nous voulons défendre et porter, un avenir en commun pour le bien de tous, car qu'importe son origine, sa couleur de peau, son intelligence ou son handicap, nous sommes les enfants de la République, une et indivisible, celle des droits de l'homme, celle de la paix, celle de la prospérité qui permettra à chacune et à chacun d'entre nous de retrouver dignité et... j'ai un trou oui, notre dignité, pardon. Celle de la liberté, de l'égalité et surtout de la fraternité. Notre 9e circonscription de l'Hérault ne se différencie pas du destin de la France. Elle affirme son appartenance à ses valeurs, à ses traditions pluriculturelles, qui ont fait de notre terre hostile le lieu de vie des taureaux noirs, des chevaux blancs, des pêcheurs de lune, des chasseurs d'images et des amoureux de la nature, de ceux qui sont nés ici et de ceux qui viennent juste d'arriver. Notre terre sauvage et rebelle nous a apprivoisés et nous a donné la joie de vivre ici. Demain, dégageons les fourbes, les bonimenteurs, les leurs, les pions. Demain, dégageons-les parce que nous avons un recours, une force, une voix. Ce recours, cette voix, c'est Imane Diani, c'est l'avenir en commun, c'est la France insoumise. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir avec force et volonté Imane Diani. Bon, vous l'avez compris, c'est l'avantage d'avoir des talents, donc on est obligé de remonter un peu. Merci. Merci beaucoup Jean-Luc, mon suppléant. Merci à toute l'équipe qui a été citée, ceux qu'on n'a pas cités, à Sana qui est là depuis le début aussi, à Dominique qui est là, Souad, il y a Maya, il y a Frédéric. Je vois tout le monde sans exception.
Merci à Nadia aussi, merci Valérie qui est un peu plus loin, Maurice qui a tenu la permanence tout le temps, tous les jeunes qui sont tous là, qui tiennent et qui portent cet avenir en commun. C'est cette force du peuple. Et cette force du peuple, elle est encore plus jeune, elle est de plus en plus jeune. On n'a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour la France insoumise, il n'y a pas d'âge pour la fraternité, il n'y a pas d'âge pour le vivre ensemble, il n'y a pas d'âge ni de couleur d'ailleurs, vous le voyez. Je porte bien la couleur, non? Et merci à vous d'être là, merci à ceux qui sont en train d'assurer le son et l'image aussi, et certainement ceux qui nous filment de là-haut. Donc, cette réunion, en fait, elle marque aussi le lancement officiel de la campagne législative, des élections législatives de la France insoumise, et autrement dit, pour expliquer à d'autres, c'est ce que je qualifie du 3e tour des présidentielles. C'est très important et l'enjeu c'est d'avoir une force politique de l'exécutif qui est capable de se manifester et tenir face à cette oligarchie, à ce groupe qu'on nous donne par avance gagnant, une majorité sous une même couleur, qui aura signé une charte dont personne ne sait, n'y connaît rien du tout. On ne sait pas ce que c'est que cette charte, parce que le porte-parole du mouvement En Marche avait dit on leur a fait signer un engagement pour qu'il n'y ait pas de frondeur. Donc par avance, on sait qu'il y a des gens qui ont signé quelque chose dont personne ne connaît rien, pour que personne ne remet en cause ce qui sera mis en place par ce gouvernement. Mais là où je dois vous rassurer, ce n'est qu'un gouvernement de transition. Il est transitoire. Ça veut dire que s'il y a une autre force qui arrive, si par exemple les élus de la France insoumise, les candidats de la France insoumise, les candidats aux législatives arrivent en tête, eh ben on pourra changer ce gouvernement provisoire. La France insoumise, déjà, si vous le permettez, c'est un mouvement qui est parti de groupes d'appui, de gens issus de la société civile qui ont porté ce mouvement jusque là-haut, qui se sont battus lors des élections présidentielles pour qu'on ait 7 millions de voix d'électeurs. Ces électeurs-là qui ont adhéré à un programme. Ce programme, c'est l'Avenir en commun, celui-ci, où il y a énormément de thématiques qui nous rassemblent. Les insoumis sont différents, de différentes sensibilités politiques. Alors il y en a qui sont encartés, d'autres ne le sont pas, mais qui sont tous rattachés à la France insoumise avec cette charte des insoumis qui est connue, contrairement à d'autres. Nous avons la charte qui est accessible et qu'on connaît, qui est mise en ligne, et une autre charte qui est l'anticorruption. Nous sommes surtout les candidats aux élections législatives, nous avons signé une charte anticorruption. Nous sommes fiers, chez nous, sur nos terres, sur cette 9e circonscription, d'avoir tenu tête et d'avoir pu peser contre le Front National, qui est toujours arrivé en tête, malheureusement. Et je ne dirais pas que c'est notre adversaire, mais nous essayons de faire une campagne pédagogique pour essayer d'expliquer aux gens que s'il y a contestation, il ne faut pas que ça aille vers les Front National. Ils n'ont rien à proposer à part de diviser et de créer une guerre civile. S'il y a une vraie contestation, une vraie gauche, c'est nous la gauche. J'entends ici et là qu'on nous traite d'extrême gauche, d'extrême gauchiste. Nous ne sommes ni extrêmes ni rien du tout. Nous sommes juste des citoyens, la plupart civils. Et nous tenons tête à ces oligarques, à ces lobbyistes, à ces entreprises qui réalisent énormément de chiffres d'affaires, qu'ils distribuent après des actions aux actionnaires et qui décident après de fermer les portes et de se délocaliser en laissant des salariés sur la touche. Qui va les défendre si ce n'est pas nous? Est-ce qu'une fois on dit nous sommes la contestation, pour autant est-ce que nous sommes des extrémistes? Nous ne sommes pas extrémistes. Ce que je trouve dans l'extrême, c'est d'avoir des élus qui ont toujours cumulé. Alors, ces cumulards, aujourd'hui, normalement, ils ne devraient plus cumuler des mandats, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les additionner. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'un élu qui a pris ses fonctions pendant une journée, en tant que ministre notamment, qu'il puisse toucher une indemnité le restant de sa vie. Moi, je connais énormément de gens
qui travaillent notamment, qui cumulent plusieurs boulots, petits boulots. Quand vous arrivez au Pôle emploi, on ne va pas vous indemniser sur la totalité. On va vous indemniser sur le plus conséquent. Eux, je ne comprends pas que quelqu'un ait pu prendre un poste un jour et qu'il soit indemnisé le restant de sa vie. Quand ils ne sont pas députés maires, vous trouvez qu'ils ont énormément d'additions, ils additionnent les indemnités. Et ça, ce n'est pas normal. Nous, on dit que la faute, ce n'est pas ceux qui ont besoin d'une prestation, qui touchent une allocation et qui vont dépenser leur argent immédiatement. Ils la réinjectent dans leur économie. C'est le pouvoir d'achat. Le si peu qu'on leur donne, ils réinjectent immédiatement. Les autres, ils prennent cet argent-là, ils sont capables d'aller faire de l'évasion fiscale. J'ai quelqu'un hier qui m'a dit « Waouh, si j'avais beaucoup d'argent, eh ben moi aussi je ne paierais pas mes impôts. » J'ai dit ben alors, dans ces cas-là, ce serait injuste vis-à-vis de ceux qui payent leurs impôts ici. Quelqu'un qui réalise du chiffre d'affaires, les entreprises qui réalisent le chiffre d'affaires, et nous arrivons à un chiffre de 84 milliards d'évasion fiscale. 84 milliards. C'est qui va aller les chercher? Qu'est-ce qu'ils attendent pour aller les chercher? Ceux qui nous coûtent cher, c'est ceux qui se gavent. Ce n'est pas ceux qui prennent une prestation. Tout le monde voudrait avoir un salaire et payer ses impôts et être à la hauteur de tous. Mais ceux qui font de l'évasion fiscale, quand ils ont besoin du système de la sécurité sociale, ils reviennent ici, en France, parce que nous avons ce modèle qui existe, qui nous tient à cœur. D'ailleurs, nous le défendons. Nous voudrions qu'il y ait toujours cette sécurité sociale à 100%, et qu'elle soit accessible à tous, et qu'on arrête de la privatiser. Notre modèle, c'est chacun prend selon ses besoins et cotise selon ses moyens. Et nous le répéterons jamais assez, la faute, c'est à ceux qui se gavent, pas à ceux qui ont besoin d'une prestation. Le président Macron aura pour rôle, et ça c'est un petit peu pédagogique parce que je vois qu'il y a des jeunes enfants et ça me tient à cœur. Donc le président Macron aura pour rôle de présider. Donc comme il est beau gosse, il pourra faire un petit peu de casting, il est beau, bon c'est très bien. Bon, il passera bien partout, c'est très bien. Mais c'est pas lui qui va gouverner. Le Premier ministre aura pour rôle de gouverner s'il arrive à obtenir une majorité de l'exécutif. Des candidats à la députation qui sont tous, sauf les défenseurs des intérêts du peuple. Parce que quand je vois le casting qui est mis en place aussi, ça m'étonnerait que ceux-là défendent vraiment nos intérêts à nous. Parce qu'ils sont déjà partis dans un petit monde qui les concerne, et en aucun cas je ne les vois revenir vers nous. Nous sommes déjà en train de les perdre, hein, parce que quand je vois Édouard Philippe, le pro-nucléaire, et avec les 20 milliards à se retaper, parce qu'ils viennent d'avoir un Édouard Philippe Gates, combien d'autres. Donc nous voulons mettre en place des lois proposées par nos candidats de la France insoumise pour que nous puissions changer la donne. Il faut que quelqu'un leur tienne tête et fasse changer les choses. Donc chacun des 577 députés aura une relation étroite avec sa circonscription. Nous serons ce porte-parole, bien sûr, nous allons représenter notre circonscription. Mais ce serait faux si je vous dis demain, bah tiens, j'obligerai les élus locaux, je les obligerai à à appliquer qu'il y ait la cantine bio et qu'elle soit gratuite. Mais non, ça ce serait une fausse promesse, parce que ça ne dépend pas d'un député. Par contre, si les députés, tous les députés la votent à l'Assemblée, cette loi-là, elle sera applicable partout sur le territoire français. Nous allons en bénéficier, pas que nous, mais tout le monde pourra en bénéficier sur le territoire national. Donc, la première mission des députés est de représenter les Français et de faire vivre le débat au sein de la démocratie. Le député peut aussi faire le lien entre la réalité quotidienne des Français et des grands centres de décision nationaux. Nous pourrons à ce moment-là défendre des intérêts communs et des intérêts un petit peu qui touchent notre circonscription. Parce que ceux qui sont là-haut ne connaissent pas notre circonscription, ne connaissent pas les difficultés. Si je me base sur ce qui a été dit, vous avez l'image, vous voyez l'image désastreuse qu'on a donnée de l'UNEL. Et ce serait faux de dire qu'il n'y a pas, que nous sommes tous des djihadistes, nous sommes tous des extrémistes et nous avons tous manqué quelque chose. Il faudrait aussi qu'ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils ont manqué? Qu'est-ce qu'eux ont manqué?
il y a l'urgence, d'accord, on peut mettre autant de gendarmes. Nous avons besoin de gendarmes, nous avons besoin de policiers, mais nous n'avons pas besoin que de cela. Nous avons besoin des logements, nous avons besoin de salaires, nous avons besoin de tranquillité, de l'esprit, du lendemain, de la santé. Parce que quelqu'un qui ne peut pas aller se soigner quand il a mis 500 € à débourser pour une dent, ça c'est difficile pour lui d'aller se soigner. Et nous ne sommes pas tous logés sur la même enseigne. Ça veut dire, là où ça nous dérange, c'est quand on a besoin de rien, tout va bien. Et je suis heureuse pour ceux pour qui ça va très très bien. Mais ceux qui ont besoin de quelque chose, que cela ne soit pas mis sur le côté et qu'il n'ait pas la possibilité d'avoir réponse à leurs demandes. Ce qui changera avec les députés de la France Insoumise, puisque nous sommes des candidats de la France Insoumise, c'est avec 15 députés de France Insoumise, nous pouvons créer une commission d'enquête parlementaire. Avec 58 députés, nous pouvons déposer une motion de censure pour s'opposer au gouvernement. Avec 185 députés France Insoumise, nous pouvons demander d'organiser un référendum. Et avec 289 députés France Insoumise, nous pouvons gouverner le pays et Jean-Luc Mélenchon pourra être notre Premier ministre. Et c'est pour cela que je peux me réjouir que ce gouvernement n'est que provisoire et j'appelle tout le monde sur tout le territoire national de voter pour des candidats de la France Insoumise aptes à porter leurs idées. Le projet d'Emmanuel Macron, qui est à rebours, c'est 100 milliards de dettes la première année, rien que pour baisser l'ISF. L'ISF des plus fortunés et défiscaliser les actions offertes des cadres dirigeants des CAC 40 et exonérer les cotisations sociales des sociétés transnationales. Et aussi, nous arrivons à cette fameuse idée qu'ils veulent nous imposer la loi et le changement du code de travail par ordonnance. Mais qu'est-ce que c'est que légiférer par ordonnance? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire une carte blanche qui est donnée au gouvernement pour que le Parlement signe une sorte de procuration par laquelle il transfère au gouvernement son pouvoir de légiférer. Moi, à ce moment-là, je me dis, pourquoi alors ils nous donnent majoritaire leurs candidats d'En Marche, puisqu'ils n'ont même pas besoin d'avoir des députés, puisqu'ils vont avoir une carte blanche et le gouvernement pourra faire quoi que ce soit sans passer par ses députés. Nous, on va essayer de changer la donne. On doit se remémorer la séquence en janvier 2016, quand Myriam El Khomri a lancé ses discussions avec les partenaires sociaux, sans appliquer une fameuse loi qui est la loi Larcher, qui est très chère aux syndicats. Mais d'ailleurs, ils veulent même dissoudre les syndicats. C'est-à-dire, là, j'arrive à une idée de me dire, on va arriver à un gouvernement où tous les partis seront refondés sous la même étiquette, un parti unique, et on aura une seule pensée, la pensée unique. Ça me rappelle des modèles qui sont pratiqués ailleurs, je dirais en Iran ou en Chine ou bien ailleurs, et cela m'inquiète, nous inquiète pour notre démocratie. Parce que n'oublions pas, hein, la République démocratique du Congo, c'est une république. Est-ce que c'est un modèle pour nous où on va avoir la presse qui va perdre de ses pouvoirs, qui n'aura plus le droit de s'exprimer, ce sera le gouvernement et le président en place qui va choisir? Est-ce que on aura tout qui va passer par ordonnance? Ça n'a pas été le 49.3. Et quand on voit qu'après des années et un grand moment fort de mobilisation, rien n'a changé, où va-t-on? Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait cette force de contestation. Et nous tenons à voter nos lois et que ça passe en majorité pour que nous puissions garantir un avenir en commun. Donc, la politique, quand vous y intéressez pas, elle s'intéresse à vous parce qu'elle est applicable sur tout un cycle de vie. Je vais commencer par une maman qui a besoin d'aller accoucher de son futur bébé, qui sera un futur citoyen. Elle a besoin de toutes les infrastructures. Donc il faudra lui garantir un minimum de prestations. Et là, on arrive à penser à ce désert médical qui se produit même chez nous dans le département et face à la région. Donc,
ce n'est pas normal qu'il y en ait quelques-uns, qu'il y ait des condensations, des endroits où on peut trouver des médecins et d'autres endroits où on ne trouve rien. Les entreprises et institutions publiques, de plus en plus, je vois des institutions fermées, des instances publiques fermées. Je me rappelle avoir été au Pôle emploi et là, j'étais surprise qu'il fallait prendre rendez-vous. Donc, comment peut-on aller chercher du travail auprès d'une structure auprès de laquelle il faut prendre rendez-vous au préalable pour aller chercher du travail? Et aussi, on a dit, au lieu de taper sur les chômeurs ou ceux qui ne trouvent pas, on n'a pas de travail. On sait qu'on va sur un modèle où de plus en plus les gens vont avoir des contrats précaires. Ça, c'est quand ils auront des contrats. On aura des contrats précaires. Comment vous pouvez faire crédit près de votre banquier? Et même, il faut se déplacer. Nous avons besoin d'infrastructures. D'ailleurs, il y a eu un certain député sortant qui avait promis aussi le pôle multimodal, sauf qu'on ne l'a pas eu. Et ça, les jeunes, quand il y a un long pont comme ça, on n'a pas de moyens de transport. Et ça, nous le regretterons. Nous le regrettons déjà. Parce qu'avec la jeunesse a droit à l'éducation, à la formation professionnelle et au travail bien rémunéré. Il ne faut pas oublier qu'au 1er janvier 2017, la France comptait 20 millions de jeunes de moins de 25 ans, soit 30% de la population. Et cela, il ne faut pas les laisser sur le côté. Il faudrait leur assurer une certaine pérennité, une certaine tranquillité de l'esprit et qu'on puisse les accompagner aussi pour qu'ils s'installent, pour qu'ils montent une famille, qu'ils puissent aller plus loin. Le logement décent, pour les jeunes, les moins jeunes, pour les âgés, les moins âgés, ce n'est pas normal de ne pas pouvoir se loger, d'être sans domicile fixe et de voir les maires qui ne respectent pas les quotas de logements sociaux. Ça aussi, on pourra y intervenir parce que ce n'est pas normal qu'un élu qui ne prenne pas en considération la situation des personnes puisse investir de l'argent dans là où il veut, à sa guise, et sans se concerter avec la population. Nous sommes pour la révocation des élus, notamment les élus qui sont corrompus. Ça veut dire un élu qui est un petit peu désavoué ou contre qui il y a quand même, dont on n'aime pas la politique, il peut être révoqué, surtout ceux qui ont des dossiers un petit peu entachés. Nous, ce que nous défendons, et qui sont prioritaires, c'est changer la République pour faire place au peuple. Parce que c'est le peuple qui doit décider. La démocratie, c'est le demos kratos, c'est la démocratie par le peuple. C'est le pouvoir au peuple. On a besoin d'égalité hommes-femmes et abolir le patriarcat. Parce que ce système-là, on ne peut pas avoir une femme qui va toujours être moins bien payée que son collègue qui a exactement les mêmes boulots et qui a exactement les mêmes fonctions. On arrive à la liberté, fraternité, l'égalité, mais nous les voulons sous de nouveaux droits. Nous sommes contre le racisme et la discrimination. Et il ne faut pas que ça reste juste de vaines paroles. Il faut vraiment qu'on l'applique. Moi, j'ai toujours été choquée d'entendre la discrimination positive. On nous disait, faites des CV anonymes. Mais on fait un CV anonyme jusqu'au moment où on arrive devant le patron. Donc après, s'il nous révoque, qu'est-ce qu'on fait? Avant d'avoir commencé, nous avons échoué. Il faudrait qu'il y ait cette possibilité et cette égalité des chances, mais applicable à tout le monde. Que peu importe la couleur, peu importe l'origine, peu importe la possibilité. Dernièrement, malheureusement, avec cet événement de Manchester, nous arrivons à ce chapitre de terrorisme et d'insécurité. Mais l'insécurité, nous insistons sur l'insécurité du logement, l'insécurité du travail, l'insécurité de l'avenir, l'insécurité au niveau de la santé. Il y a l'insécurité à tous les étages et ça aussi, il faut le traiter. Il ne faut pas maintenant, dès qu'il y a un événement, agir sous l'émotion et tout remiser sur le même sujet. Parce que d'ailleurs, plus on en met à chaque fois plus, mais est-ce que ça évite le pire? Peut-être qu'il faut y procéder autrement. J'entends depuis hier que le nouveau président Macron voudrait mettre le force task. Ouais, donc, et après
je vois autour de lui des personnes qui n'ont aucune expérience dans le terrorisme, parce qu'ils sont tous nouveaux, et personne n'a déjà confirmé ses capacités là-dedans. Mais il ne suffit pas de dire on va débloquer de l'argent, mais l'argent on en débloque tout le temps, puisque de toute façon il y a déjà 2000 milliards de richesses produites en France, on ne sait pas où ça part. On sait qu'on dépense de l'argent, mais il faut dépenser l'argent justement, pas injustement. Il ne faut pas que ça parte tout le temps quand on réagit sous l'émotion. Notamment pour loger nos SDF, il faut savoir que toutes les structures d'urgence coûtent extrêmement cher. Ce qui coûterait moins cher, ce sont des solutions pérennes. Ça veut dire des logements sociaux. Il y a un quota qui est imposé à toutes les communes, à tous les territoires. Et ça, déjà, il faudrait qu'on commence par le respecter. Ça nous coûterait moins cher que de laisser les gens dans des logements qui sont énergivores, ça veut dire qu'ils sont mal isolés, où on a très froid, où on a très chaud. Ça veut dire quand on a froid, il faut augmenter le chauffage, et quand on a très chaud, il faut que tout le monde installe des climatiseurs. Et là, on va construire des stations nucléaires encore qui vont nous coûter 20 milliards, et puis on va maintenir les stations qui devraient fermer au lieu de passer à l'énergie propre. On pourrait faire des logements participatifs. Ça, c'est un concept qui est défendu ici par plusieurs personnes, notamment Souad Vialard, il y en a d'autres. On pourrait prendre un espace commun avec une cuisine commune et on pourrait promouvoir ça auprès de nos jeunes. Ça leur apprendrait et ça les réconforterait dans l'idée de vivre ensemble. Et quand j'entends le vivre ensemble, je suis parfaitement d'accord avec le vivre ensemble, mais nous vivons déjà ensemble. Est-ce que pour cela, on vit mieux ensemble? Il faudrait qu'on arrive à promouvoir le mieux vivre ensemble. Et commençons par là, au lieu de faire du bitume, du béton, partout du béton, essayons de faire des logements qui pourraient être partagés par plusieurs générations, par plusieurs personnes, et qui puissent s'entraider, qui puissent avoir un petit bout de terrain, parce que les logements sans aucun point d'eau, sans aucun point où ils peuvent se rencontrer en bas de chez eux, moi je trouve cela regrettable, parce que rien n'est fait par celui qui a dessiné des HLM, qu'il y ait des bancs pour que les gens puissent s'asseoir et se rencontrer entre eux. Mais c'est pas comme ça qu'on va promouvoir le vivre ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et sur la question du terrorisme, il ne faut pas juste dire il y a des jeunes qui ont failli à quelque chose, mais il y a d'autres qui aussi ont failli à quelque chose. Quand je vois Lafarge qui conspire avec l'ennemi, parce qu'on va traquer les jeunes gens qui discutent avec des inconnus sur Internet, on va les traquer et on va essayer de leur faire la peau. Parce que, soi-disant qu'ils conspirent avec l'ennemi, comment peut-on appeler Lafarge qui achète du ciment à Daesh? Donc c'est une source de financement. On le maintient en vie, ce terrorisme. Et là, il n'y a personne qui dit rien. Il ne suffit pas d'un communiqué de dire mea culpa. Ben, tous les jeunes, ils pourront dire mea culpa. Moi, je ne savais pas, moi, je croyais partir au sein d'une ONG. Mais ce n'est pas ça. Tout le monde doit être traité pareil. Ceux qui financent, ceux qui conspirent du plus grand niveau, qui conspirent avec l'ennemi, jusqu'au plus petit qui conspirerait avec l'ennemi. Il en dépend de la sécurité de tout le monde. C'est pareil pour la délinquance. J'entends, d'ailleurs, nous avons tous entendu entre les deux tours, M. Macron et Mme Le Pen faire de la surenchère pour taper sur les petites gens. Mais moi, quand je vois des jeunes gens et entendre, bah tiens, ils font du tapage nocturne, mais s'ils n'ont aucune structure pour les accueillir, ils ne peuvent pas vivre dans des petits logements où ils n'ont même pas d'air, ils ne peuvent pas recevoir leurs amis, ils sont en bas des HLM, ils sont en bas de chez eux, il n'y a rien qui puisse les accueillir. Ceux-là, on va leur taper dessus, on va leur dire, vous faites du tapage nocturne ou diurne. Mais il n'y a pas que ces petits délinquants, ils ne sont pas délinquants, c'est à défaut de structure. Et même s'ils étaient délinquants, moi je dirais oui, il faut qu'ils purgent leur peine, il faut qu'on les réprimande. Mais il y a aussi la délinquance des cols blancs, ceux qui s'évadent avec l'argent du pays, 84 milliards d'euros. 84 milliards d'euros, moi je trouve que ça pourrait solutionner pas mal de problèmes en France. Et pour cela, il faudrait, nous sommes pour la sécurité et pour le traitement de tous, tout le monde sous le même statut. Voilà, petit, moyen, grand délinquant, quand il faut punir tout le monde. Et puis qu'il n'y ait pas de privilégiés. J'arriverai aussi à nos thématiques, c'est éradiquer la pauvreté. Oui, parce que de plus en plus, il y a des gens qui sont pauvres, qui ont des enfants, qui ont eu des accidents de la vie
Maintenant, vous entendez que M. Macron, il veut augmenter la location adulte handicapé de 100 €. Oui, mais sachez que s'il fait ça, encore une fois, ce qui est déjà le cas, c'est le conjoint qui touche par exemple le RSA, et bien lui, il ne peut pas toucher sa prestation. Et ça, c'est honteux. Parce que la AH, elle est déclarée sur la fiche de paye, la fiche des impôts comme revenu non cumulable. Non cumulable. Donc, il ne faudrait pas prendre le RSA ou le RMI du conjoint en considération pour les priver de cela. C'est une compensation d'un handicap. Ce n'est pas un revenu. S'il voulait faire un revenu, qu'il donne un revenu au niveau du SMIC alors, et qu'il soit imposable. Je crois que personne ne refuserait. Et ça, ce n'est pas juste. Donc, dans notre programme L'Avenir en commun, il est écrit effectivement que cette allocation adulte handicapé, elle serait cumulable avec même un revenu du conjoint. Parce que c'est déclaré comme ça. Et ça, ce n'est pas juste. Quand je reviens sur nos ministres, eux, ils cumulent tout. Enfin, attendez, ils disent qu'ils ne veulent plus cumuler parce que la loi va entrer en application. Encore faudra-t-il qu'ils la légifèrent et qu'elle soit affichée sur le journal officiel. Mais ils vont additionner toujours. Si quelqu'un prend un boulot un jour, il est payé pour toujours. Ce n'est pas notre cas. Et ils vont taper toujours sur les petites gens. Et ça, nous ne trouvons pas cela équitable et ce n'est pas normal pour tout le monde. On est pour l'eau, le bien commun. Il y a des régies quand même qui s'approprient, il y a des sociétés qui exploitent notre eau, le bien commun, et qui nous le revendent très cher. Nous voudrions que ce bien soit commun, régi par une régie publique de l'eau. Et d'ailleurs, il y a Claude Duchesne qui s'en occupe, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et cette eau-là, il faudrait qu'on arrête aussi d'encourager le tout béton, qu'il y ait des inondations, après qu'on mette des digues, et des digues qui coûtent cher, et quand on monte des digues, après on fâche le voisin, parce que forcément, cette digue, elle va protéger un côté, et l'eau, il faudrait qu'elle aille chez quelqu'un d'autre, et on aura toujours des soucis. Mais si on laisse un petit peu des terres tranquilles, qui peuvent absorber cette eau, ben on aura déjà un petit peu minimiser le risque. Il faut toujours penser à minimiser le risque. Il ne faut pas toujours agir dans l'urgence. Cette eau-là aussi, il faudra, au lieu de créer des stations d'épuration et de traitement de l'eau, il faudra éviter de promouvoir le pesticide partout et faire des fermes, des grandes fermes qui polluent, où il y a beaucoup d'intrants, c'est-à-dire des produits chimiques qui s'infiltrent dans l'eau, qui vont aller polluer nos nappes phréatiques, parce que ces nappes phréatiques, on en a besoin aussi, c'est de l'eau qui peut être potable. Et plus on pensera en amont à la chaîne d'un cycle, on arrivera à prévenir et à minimiser les coûts. Et ça, c'est très important. Après, nous sommes pour les 100% d'énergie renouvelable. Parce que le nucléaire, comme à Fukushima, personne n'est à l'abri d'un accident. Personne n'est à l'abri d'un accident. Donc, si nous avons des logements qui sont aux normes, qui ne sont pas énergivores, nous pourrons minimiser la consommation et réduire les consommations. Et là, nous aurons des maisons de style bioclimatique. Et ça arrangerait tout le monde. On n'aura pas trop chaud, pas trop froid, et puis on ne consommera pas trop. Et ce sera le modèle à promouvoir. Nous sommes pour cette transition écologique aussi. Nous sommes pour le partage des richesses, les richesses produites en France, comme je l'ai rappelé, 2000 milliards de richesses produites. Moi, un jour, j'ai dit, tiens, je voudrais être primaire, j'aimerais bien avoir un compte bancaire, un RIB au nom de la France, de la République française, avec 2000 milliards crédités dessus, tous les ans. Parce que je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse, vous pourrez me donner la réponse. Ben voilà. Et voilà. Et ça, pourquoi avoir sorti Panama de cette blacklist, de la liste noire, et nous demandons qu'elle soit réintroduite sur cette liste noire. Et il va falloir que quelqu'un vote pour cela. Et je ne pense pas que ceux qui ont voté la loi contre la moralisation de la vie publique, ils voteraient
contre l'évasion fiscale, contre leurs propres intérêts. Donc il faut bien qu'il y ait des représentants de la nation qui peuvent voter ces lois-là et qui leur tiennent tête. Donc il y a aussi la question des revenus de la population, les salaires, les revenus des travailleurs indépendants et retraités. Il y a aussi l'éducation, la formation professionnelle, les transports, la transition écologique, l'évasion fiscale dont j'ai parlé, stopper les licenciements, surtout auprès des sociétés qui réalisent du chiffre d'affaires. Je prendrai l'exemple de Sanofi parce que j'ai quelqu'un qui fait partie de ma vie qui m'a dit n'évoque pas un autre sujet. Donc je ne vais pas l'évoquer. Des sociétés qui créent énormément de richesses, qui réalisent énormément de chiffre d'affaires, qui mettent des salariés dehors et ils se délocalisent. Mais je trouve ça incroyable parce que ces gens-là, c'est quoi un salarié? C'est pas un matricule. C'est pas un Tamagotchi, quoi. Il ne faut pas le nourrir numériquement. Non, il a une famille, il a pris un crédit. Avant d'arriver là, il avait dû vendre sa propre maison d'avant, déménager avec sa famille, aller rejoindre un autre employeur. Mais nous sommes la nouvelle génération de nomades. Et on va vous demander de faire ça à chaque fois. Et ce n'est pas possible. Ça veut dire même à une quarantaine d'années, on arrive à être fatigué parce qu'on a tellement tourné et ce n'est pas un modèle à suivre. Ceux qui réalisent du chiffre d'affaires et qui donnent énormément, qui redistribuent les actions, eux, ils sont en capacité de payer des salaires. Il faut, quand ils embauchent un salarié, qu'ils leur produit. Parce que c'est quoi un salaire? C'est moyennant un travail. Et ce qu'ils gagnent, eux, c'est grâce à ce travail de ces salariés-là. Il faudrait qu'ils aient un peu plus de respect pour eux et qu'ils les gardent. Pour le plein emploi, investir 100 milliards d'euros pour relancer l'activité des grands projets d'intérêt nationaux, créer 3,5 millions d'emplois par la réduction du travail et la transition énergétique. On aura de l'agriculture paysanne, on aura de l'économie de la mer, on aura la fonction publique, on aura les contrats jeunes, augmenter le SMIC net, comme tu l'as si bien dit, à 1 326 € et revaloriser les salaires des fonctionnaires gelés depuis bien un temps. Et pour une retraite garantie et solidaire. Parce que même des mamans qui ont eu des enfants et qui touchent un minimum vieillesse, celles qui ont eu 1, 2, 3, 4, 5, ou qui n'ont pas eu d'enfants même, et qui ont participé, si on produit des richesses, on devrait aussi leur donner le droit d'avoir des salaires, un minimum, mais qui ne peut pas être en dessous du seuil de pauvreté. Parce que tout augmente, sauf les salaires, les retraites et le revenu. Donc, avec les gouvernements Fillon et Sarkozy, nous l'avons vu, l'âge de la retraite est passé à 66 ans, avec 43 ans de cotisation pour une retraite à taux plein. Mais encore faudra-t-il être en bonne santé, avoir passé comme ces messieurs du temps sur un siège bien rémunéré et avoir des indemnités à plein temps pour pouvoir arriver en bonne santé à 66 ans pour continuer à travailler là. Ma foi, nous sommes pour ceux qui veulent travailler jusqu'à 66 ans, 70 ans, 80 ans, s'ils se sentent de le faire, qu'ils le fassent. Mais que ça ne soit pas la règle imposée à tout le monde, parce qu'il y aura des gens au sein de l'Assemblée qui auront voté pour ces lois-là et qui seraient applicables à tous. Nous, on s'y oppose. Donc le régime par répartition aussi, et l'école républicaine laïque et gratuite. Ce qui nous coûte le plus cher, ce sont ceux qui se gavent, je ne cesserai de le dire, et non pas les écoles, avec des enseignants qui manquent, avec des gens qui sont saturés, qui sont fatigués, des remplaçants qui ne sont pas formés pour former nos enfants. Et ça, c'est un problème. Je ne vois pas comment M. Macron, avec 120 000 départs à la retraite non remplacés, il ferait pour faire face aux jeunes générations et à nos enfants pour qu'ils soient bien traités dans les écoles. Je ne sais pas comment il voudrait éradiquer donc les problèmes de lecture ou les problèmes de mathématiques ou les enfants qui arrivent à l'école primaire ne sachant ni lire ni compter et ainsi de suite. Donc il faudra des fonctionnaires, il faudra des gens qualifiés et il faudra bien les rémunérer parce que quelqu'un qui est angoissé, il ne produit pas réellement. Il subit et à un moment donné, il arrive à capituler.
Et ça, ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle que nous voulons promouvoir. On est aussi pour arrêter de crier la laïcité. Nous sommes pour la laïcité, mais pas pour fustiger les musulmans. Nous sommes pour la liberté de conscience, qui est aussi un droit constitutionnel. La liberté de conscience, chacun a le droit de croire ou ne pas croire, pratiquer dans la sphère privée, et respecter, bien sûr, l'espace commun. Donc, à partir de là, il ne faut pas qu'à chaque fois, il y ait les mêmes catégories de gens, qu'à chaque fois, il y a un souci, nous arrivons à dire « Oh là là, c'est pas notre faute, on n'y est pour rien », et tout le monde craint la montée du Front National. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui est fait par des gens qu'on ne connaît pas, on nous brandit déjà le spectre du Front National. Non, le Front National n'a jamais été une solution, et même s'ils ont des sociétés de financement, et nous sommes pour traiter tout le monde de la même manière. En accordant votre vote au candidat député de la France Insoumise, nous pouvons peser comme une force pour ne pas laisser main libre aux autres forces politiques toutes refondées sous la même étiquette celle de En Marche. Ils veulent fonder un parti unique et une pensée unique. Nous, on craint pour notre démocratie et on veut s'y opposer. Donc la force du peuple, c'est justement le peuple et c'est nous-mêmes. Voilà. Merci, Iman. Bravo. Yes. Garde. Si vous avez des questions... Merci à tous. Bravo, Iman, merci. On va faire très court. On va faire passer le micro. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions à Iman ou à moi-même, avec grand plaisir, vous n'hésitez pas, vous levez le bras, on va vous ramener le micro. Toi, tu veux savoir quand est-ce qu'on boit. Il y a des questions? Là, j'y vais. Oui, Iman, ça va? Donc moi, je suis artiste sur l'UNEL. Et je ne suis pas la seule, on est plein d'artistes. Qu'est-ce que la France Insoumise parce que c'est un métier très difficile. Voilà, pour en vivre, pour être reconnu, on est considérés comme des saltimbanques, comme des chômeurs intermittents. Alors moi, je ne suis pas intermittente parce que c'est mon choix, je suis une TPE. Mais qu'est-ce que la France Insoumise va proposer au niveau, enfin voilà, concernant les artistes, mais quel que soit l'art, parce que l'art c'est grand, la culture, voilà, tout ça. Hein? Merci. De la culture. Alors si je me fais piéger par ma sœur, là c'est très compliqué. C'est relativement simple. Dans l'avenir en commun, les artistes font partie d'une catégorie qui s'appelle la culture. Et la culture, c'est un investissement de plus de 30 milliards qui avait été prévu initialement, pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois que les investissements de la France Insoumise sont mis en œuvre, elles sont automatiquement contributrices de richesse derrière. Alors comment la culture contribue à la richesse du pays? Ben, c'est relativement simple. Hein. Il suffit d'avoir des cinémas qui fonctionnent avec des acteurs qui sont payés convenablement et des spectateurs qui, payés convenablement, vont voir les films français. Et en allant voir les films français, ils contribuent à une caisse commune pour permettre de faire à nouveau de films français. Et donc on est dans une communauté de partage et d'investissement commun. Investir dans la culture, c'est aussi arriver à avoir un statut spécifique. Et ce statut, il est de revenir sur les termes qui avaient été édictés à l'époque par Sarkozy et validés par Hollande du détricotage du système ou du régime particulier des intermittents du spectacle et d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer les intermittents du spectacle exactement comme un salarié lambda, puisqu'en fait ils vont avoir une activité qui va être réduite soit en nombre d'années, comme les sportifs par exemple, ou comme un sculpteur, et quelqu'un qui va travailler tous les jours de 8h à midi, de 14 à 17h. Un artiste, il va travailler pendant les festivals, il va travailler l'été plutôt, chez nous plutôt l'été, après d'autres plutôt en hiver.
Et donc il faut effectivement équilibrer ces éléments-là. Et ça fait partie de ces 30 milliards d'investissements sur la culture. Et je pourrais rajouter même que la France insoumise est pour le fait de démocratiser la culture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des familles qui ne peuvent pas aller à des spectacles vu le prix que ça leur coûte. Il suffit d'avoir une famille nombreuse que vous ne pouvez pas aller payer un spectacle à tout le monde. Nous voulons un budget commun pour rendre la culture accessible à tous. Par exemple, les visites des musées, que ce soit un programme qui fait partie de l'éducation nationale, qui puisse payer un artiste constamment pour que lui puisse parler de ses œuvres, pour qu'il puisse faire des spectacles. Et ça fait partie d'un budget global. Ça, c'est ce budget de culture, ce serait dans le sens de le démocratiser pour que ça puisse faire et garantir un revenu périn et serein pour l'artiste. Oui. Je voudrais savoir si, une fois élu, sur la zone de Lunel, on aura un représentant ou une représentante qu'on pourra rencontrer le plus souvent possible pour répertorier nos demandes à l'Assemblée nationale. J'avais fait acte de cette demande-là à M. Vignal, il m'a envoyé balader. Alors, je ne voudrais pas que ça continue maintenant. Alors, j'ai l'honneur de le dire parce que ça a été dit et il y a des personnes qui sont témoins. Notre bail pour le local de campagne, ça s'appelait un bail précaire et il y avait une condition. Une fois élu, ce serait la permanence permanente du député ici. Et pour ne léser personne, nous nous sommes dit qu'il y aurait aussi une antenne du côté de Montpellier pour pouvoir couvrir toute la circonscription. Vu que nous sommes des gens issus du peuple et issus des citoyens, nous avons pris que des loyers modérés. Pourquoi? Même si c'est le Conseil constitutionnel qui va les rembourser, c'est quand même l'argent du contribuable. Et nous ne tenons pas, déjà, par morale et moralité, nous ne tenions pas à dépenser l'argent. Donc, pour même pas le tiers d'un budget qui est dépensé par un certain député que je nommerai pas, là où c'est, nous pouvons avoir, même pas pour le tiers de ce budget, 2 locaux où on pourra avoir 2 personnes et créer un petit emploi. Et c'est la représentation, c'est le contact direct avec les citoyens. Et ça, ça nous tient aussi à cœur de dire que la démocratie vient par le peuple. Ça veut dire, nous voudrions avoir des assemblées et c'est l'une de nos charges, hein, c'est dans notre programme sur lequel nous sommes rattachés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rattachés au programme L'Avenir en commun. Nous n'inventons pas des choses extraordinaires. C'est juste nous allons les défendre et les mettre en application. Donc pour répondre, oui, absolument oui. Et il y aura une deuxième petite antenne sur Montpellier pour ne léser personne et être bien dans la démocratie représentative. Maurice Dupont, elle, il y a un problème dont on ne parle pas du tout en ce moment, c'est les immigrés, les sans-papiers. Et là, c'est vraiment un gros problème. Et là, personne n'en parle. Ce qui s'est passé à Calais et maintenant. J'ai un exemple flagrant. J'ai une jeune fille qui est à côté de moi, qui vit en France depuis 4 ans, qui est sans papier, qui n'a pas de domicile et qui ne sait pas où aller, pas quoi faire. L'administration, la mairie ne fait rien pour elle. Alors voilà, c'est un gros problème. Et il y a des gens qui s'en occupent, qui la nourrissent, qui s'en occupent. Et voilà. Alors quoi faire? Tu peux répondre, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas d'angoisse. Je sais que nous à l'Avenir en commun on avait quand même un regard très, très objectif sur cette question-là où dans un premier temps on respecte les personnes du lieu où elles viennent. Donc c'est clair que les personnes qui vivent dans des endroits très compliqués et qui sont soumis à la guerre ou à des menaces quelles qu'elles soient, c'est évident qu'on est une terre d'accueil, que la France est une terre d'accueil. Après,
Il y a déjà des quotas au niveau européen, il y a déjà des quotas au niveau français, on ne les respecte jamais, mais on ne respecte surtout pas les personnes qui viennent chez nous, qui s'intègrent chez nous, qui travaillent chez nous, qui parfois payent des impôts chez nous, bizarrement, mais par contre elles n'ont pas de papier, elles n'ont pas de contrat. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut effectivement revenir à quelque chose de beaucoup plus cohérent, et c'est vrai que le respect de l'humain passe aussi par ça, c'est légaliser ou entre guillemets régulariser ces personnes qui sont dans des situations toujours de plus en plus précaires et qui sont entre guillemets le reflet de la société qu'on ne veut pas nous. Je vais me permettre d'aller un peu plus loin, et c'est une question qui nous touche beaucoup, nous les insoumis, et particulièrement moi. Nous sommes confrontés depuis des années à ce qu'on appelle l'immigration illégale. Vous vous imaginez que dans un pays où il y a la guerre, la première des choses qui se produit, ce sont les ambassades qui ferment. Donc c'est la première des choses. On appelle les rapatriés, nos agents locaux, à partir. Donc s'ils partent et ils ferment, qui vous voulez, qui peut leur délivrer des papiers en bonne et due forme pour qu'ils rentrent chez nous légalement? Donc il va falloir s'attaquer à l'origine du problème. Une fois nous avons résolu ça, on pourra délivrer des statuts un peu en bonne et due forme, le temps qu'ils arrivent chez nous, qu'ils demandent aussi légalement, qu'ils ne soient pas... Parce que quelqu'un, quand il a dépassé le délai, il n'arrive plus, il est confronté à encore plus de problématiques. Mais si nous prenons le problème à son origine, qu'on arrive à délivrer même des autorisations de transit par l'Europe, parce que nous avons un espace Schengen. Si nous disons que l'Europe sert à quelque chose, il ne faut pas que ça soit que l'Europe financière. Il va falloir que l'Europe s'harmonise aussi sur le nombre d'ambassades qui sont capables de traiter dans le pays d'origine le problème. Dès son origine, on délivre des passeports ou des autorisations, des certificats, attestations, peu importe comment on peut les appeler, de transition, le temps d'arriver, et quand il fasse un recours. Si le recours n'est pas recevable chez nous, il y a quand même les pays voisins. Alors, à quoi ça nous sert l'Europe, si ce n'est toujours pour voir un système de guerre plus important, et on ne traite pas les autres égalités en amont, parce que même la disparité sur les prélèvements et les cotisations sur les fiches de paye, c'est aussi un problème dans l'Europe. Donc, dans l'Europe, si quelqu'un à Calais ne veut pas rester chez nous, et si les gens veulent aller en Angleterre, pourquoi nous, on va dire non? C'est pour qu'on reçoive des subventions de l'Allemagne qui va nous payer pour garder des gens chez nous. Mais non, on ne peut pas tenir les gens en otage malgré leur gré. S'ils veulent aller en Angleterre, il faut qu'on discute avec l'Angleterre. Juste un peu de bon sens, et je crois que l'histoire serait un peu plus réglée. Mais effectivement, si on ne l'évoque pas dans l'hémicycle, parce que ce n'est pas leur souci, ce n'est pas une question vraiment importante, il va bien falloir que nous, on la pose. Tout à fait. Bonsoir messieurs, dames, je suis... Ah ouais. Donc voilà, je m'appelle comme je dis, je suis entraîneur de foot. Je vais évoquer le sujet que vous avez sorti par rapport, vous et madame, vous l'avez sorti au niveau des enfants de l'UNEL djihadistes. Je vous expliquais un truc au niveau de la mairie des djihadistes qu'il y a ici à l'UNEL. Le problème, il vient de la mairie. C'est des gamins, la première vague qui est partie, c'est des gamins que je les ai entraînés quand ils étaient petits. Je les connais, c'était très très bien. Les portes, elles se ferment au niveau des jeunes, envers la mairie. La mairie. Je suis entraîneur de foot 5 dans la Roquette. On a fait championnat du monde à Dubaï. On a fait Clairefontaine, champion de France, vice-champion comme d'Europe à Majorque. Quand on est parti à Dubaï, avant de partir, on leur a demandé une aide financière, parce que c'est des enfants qui sont sans travail, sans rien, comme la plupart. Une aide, le transport de l'UNEL jusqu'à Paris, parce que de Paris, on prend l'avion, c'est pris en charge par la fédération. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent rien faire. On a laissé tomber. C'est les jeunes, les footballeurs qu'ils ont financé avec leurs propres poches. Il y a 3 ans de ça, juste après la première vague où c'était l'UNEL, c'était reconnu à New York, le village de la djihadiste, je suis parti avec mon président voir l'adjoint maire pour lui demander une aide financière d'un minibus pour partir de l'UNEL jusqu'à Clairefontaine.
ils nous ont proposé des casquettes de piliers de l'UNED. Et je leur ai dit, c'est des jeunes qui sont d'ici, que leurs parents y votent, qui sont nés ici. Et nous, on va changer le nom et le sourire de l'UNED envers le monde entier. Une chose, à l'adjoint de maire, je lui dis, une chose, je suis entraîneur de foot 5 à l'UNED. Je suis entraîneur de foot à 11 à Palavas. Que des champions de l'Hérault, on a fait un très grand parcours. La mairie, ils me connaissent très bien, ça fait 9 ans et demi que je suis avec eux, que je travaille avec eux. Si je leur demande, je vais faire un bon article sur vous. Moi, de compte, comme dit un bancaire, je ne l'ai pas fait. Voilà pourquoi. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup. juste pour Oui, répondre, vas-y. nous, le tissu associatif, nous savons que c'est un rôle immédiat et ce sont les premiers qui sont en relation avec les populations. Vous le savez, on ne le cache pas, nous nous sommes indignés aussi lors de la fermeture de la MJC, parce que c'est un endroit qui rassemblait les jeunes. Depuis, nous avons notre local de campagne et on est très tard dans ce local. Et quand on part le soir, il n'y a nulle part où aller. Nulle part où aller. Je croise souvent des gens qui arrivent en voiture et me disent « Oui, excusez-nous, il n'y a pas un endroit où aller, manger, boire un verre. » C'est le désert. C'est le désert. Et nous ne le comprenons pas. Les associations sont très importantes. Mais dans les associations, il faut aussi y mettre il faut le traiter comme un centre culturel, comme une institution culturelle. Il va falloir lui donner les moyens pour pouvoir agir sur le terrain, notamment les médiateurs. S'il n'y a plus de médiateurs, une ville qui n'a pas trop de médiateurs, ce n'est pas normal. Si on n'a pas un local où les jeunes peuvent se réunir, ce n'est pas normal. Donc, il va falloir y mettre les moyens. Et nous avons déjà eu à interpeller Mme Alcombry, nous avons interpellé Mme Hélène Geoffroy par la suite, et j'ai attiré son attention sur cette relégation sociale et spatiale. Ça veut dire que certains peuvent avoir dans certains quartiers certaines facilités et certaines structures qui leur correspondent, mais pas d'autres. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Là où moi j'attire votre attention, sachez que tous les citoyens, vous avez un conseil des citoyens, vous pouvez peser. C'est impossible. Je le sais par rapport à comment ça a été dessiné actuellement. Exactement. Il faudrait qu'on revoie ça, qu'on arrive à repenser ce conseil citoyen, parce que là où je suis située, moi, à l'UNEL, c'est comme si je suis une citoyenne de seconde zone. Je n'ai pas le droit de participer au conseil citoyen. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quitte à ce qu'il y ait un tirage au sort, mais de tous les citoyens, sur toute la ville, ou qu'il n'y en ait pas. Mais après, on ne comprend pas comment celui qui a décidé ça l'a fait tout seul. On a choisi des quartiers. Oui. Oui, mais après on est sur un problème local. Alors effectivement, c'est très important, hein, et au niveau de la députation, c'est important d'avoir cette notion locale. Après, on n'a pas d'impact réel au niveau local, si ce n'est un soutien. Un soutien, on connaît Vignal qui distribue les enveloppes pour faire du clientélisme de baronnie. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est réellement d'avoir une unité et un intérêt général. Ce qui est vrai pour l'UNEL est forcément vrai pour énormément de villes en France. Et si on a une démarche globale et qu'on a des lois qui sont effectivement votées et qui vont dans le sens de régler le problème, on réglera le problème partout. Et du coup, ça permettra effectivement d'avoir un petit peu moins d'implication locale de la part de personnes qui sont juste vos représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous avez raison, c'est très important. Lionel, tu veux apporter une information concernant les artistes pour donner une information complémentaire à Madame tout à l'heure. Il s'est posé quand même plusieurs questions depuis, donc c'est un peu perdu. Je vais essayer de rester sur les artistes, mais je ne peux pas m'en empêcher quand même. Le monsieur qui parlait avec la demoiselle à côté, voilà, je trouve ça carrément dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. L'Allemagne a accueilli, je crois, 1 200 000 immigrés de Syrie et autres. On en est à 30 000 qu'on n'a jamais atteint. On n'a pas 12 000 immigrés de Syrie en France. Voilà. Ça, je ne peux pas m'en empêcher. C'est la première des choses. Il y a ce monsieur qui s'occupe de cette jeune fille.
Et je trouve qu'il n'y a pas de structure. Je l'invite, sans prosélytisme aucun, à se rapprocher de la CIMAD et d'autres organisations, etc., qui savent faire, qui ont du savoir-faire et qui ont tout un réseau de soutien par rapport à ça. Bon, maintenant, la question, c'était que moi, je suis écrivain. Je fais des piges aussi dans la Marseillaise, je fais des piges dans le témoignage chrétien parce que je suis protestant et que c'est un truc qui me convient bien. Donc aussi bien dans l'humanité que dans la NVO, la nouvelle jeu ouvrière de la CGT. On n'a pas d'intermittent du spectacle. On n'est pas intermittent du spectacle quand on est écrivain. Ça n'existe pas. On ne rentre pas dans ce cadre-là. Pour autant, moi j'ai un ami philosophe qui s'appelle Olivier Abel, qui un jour a levé le voile sur une question un peu plus complexe, qui était de savoir si on n'était pas tous des intermittents du spectacle, et si on n'avait pas tous besoin justement de ces périodes de chômage qui on devrait renommer tout simplement des périodes de réflexion, des périodes de réflexion, des périodes de restabilisation. Là, on est dans une période de chômage. On réinvente notre vie. On a 2 ans, on a 3 ans, on a 5 ans, on réinvente et on repart sur autre chose. Donc on est tous des intermittents du spectacle, mais pas à la façon Macron, à la façon, à notre façon à nous. On se comprend bien, je crois, là-dessus. Il y a un monsieur qui la façon humaine, voilà. Mais le côté intermittent du spectacle, donc ça je te pose la question, Iman, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait des intermittents du spectacle écrivains, voilà, puisque ça n'existe pas. Et ça n'existe pas non plus chez les peintres. Hein. Alors, je vais vous répondre très honnêtement. Je n'ai pas de réponse à cette question. Par contre, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il va falloir qu'on s'y penche. Sachez que moi aussi, je suis un petit peu musicienne. Et le problème de tous les musiciens, notamment les professeurs qui sont autour de moi, qui vivent que de cela, ils sont toujours obligés de nous faire facturer, d'aller dans des associations, des écoles de musique, pour trouver toute une astuce, pour avoir un rattachement à une caisse quelconque. Je ne vous dis pas quand il y a un prestataire ou quelqu'un qui les appelle pour faire une prestation auprès d'un client. C'est tout un micmac, mais moi je ne m'y connais pas. Rien que ça, tellement c'est compliqué, ce n'est pas normal. Un musicien, quand je vois moi-même, rien que pour produire une fois par mois, se produire devant un public, le travail que je dois fournir. Et ça, ce n'est pas quantifié. Si demain, moi je me déclare à plein temps artiste, si la NPE me convoque quand elle veut, et si je refuse de boulot, ils vont me radier. C'est ce qui est déjà le cas de plein d'entre eux. Après, c'est fini. Après, c'est fini. C'est terminé. 2 concerts et tu es dehors. Voilà. Donc, il y a effectivement ce temps d'écriture qui n'est pas comptabilisé. Non. Il y a le temps du spectacle qui n'est pas pris en compte. Et ça, c'est des choses qui ne sont inquantifiables. Il va falloir que ces messieurs de Macron, qui eux aussi jouent avec l'argent virtuel, et eux aussi, ils font fonctionner quelque chose qu'on n'a pas... Donc on va les empêcher de le faire, en tout cas on va essayer de les empêcher de dégrader ça, mais avec Clément, qui est notre directeur de com et qui est bassiste aussi dans un groupe, donc un artiste musicos de son état, qui a effectivement une réponse, puisque lui il a creusé le point avec des orateurs nationaux et il a une réponse de la France insoumise concernant les artistes et le financement des artistes et de toute la culture en général. Ça va être bizarre. On entend vraiment ? Ah ouais, moi je m'entends pas. Il y a plusieurs pistes qui sont étudiées par rapport à tout ce qui est les œuvres qui sont tombées dans le domaine public, et c'était d'instaurer en fait une taxe pour financer en fait un élargissement du statut. Alors après, actuellement, il n'y a pas de... À part ça, en fait, le projet, il en est là, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a toute la question au niveau des droits d'auteur, des ayants droit, etc. Et on le voit encore aujourd'hui avec tout ce qui est Adopi ou ces choses-là. C'est des questions qui sont encore très difficiles à traiter. Mais après, en tout cas, le mode de financement et les réflexions, c'est là-dessus. Ce serait vraiment de taxer justement les œuvres justement qui sont tombées dans le domaine public, donc qui n'appartiennent plus à personne. Il y a d'ailleurs des gens qui bûchent aussi là-dessus par rapport aux médicaments, justement aussi sur les molécules qui tombent dans le domaine public, comment on peut le retravailler. Donc même plus largement que la question de culture, c'est au niveau de l'utilisation et des droits communs en fait. Voilà, c'est pareil sur les propriétés privées, il y a des réflexions qui se font là-dessus. Mais pour les intermittents, c'était ça la piste de réflexion actuellement. Hein. Voilà.
Je crois qu'on va prendre une petite dernière question parce que je vois pas trop de mains qui se lèvent, à part si c'est important. Demain, après-demain. Ah, deux. Voilà. Et après, 3. Et après, si vous avez soif, on passera Non, au c'est bar. surtout ça. Je pense qu'après, on va passer à l'apéro. Si, je te vois. Mais il y en a une deuxième là-haut, donc... J'essaie de me dépêcher. Bonsoir à tous et à toutes. Alors moi, donc c'est Magali. Pour ceux qui me connaissent, je viens du monde de l'ingénierie, donc ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le BTP. Et mon conjoint, donc, et moi-même, on part dans l'agriculture, élever des chèvres et faire du fromage. Voilà, pour donner le cadre. Donc moi, j'aimerais intervenir, je suis déjà intervenue pour les témoignages, et donc là, ça fait en fait juste 3 ans que mon entreprise essaye de me licencier, m'a mis au placard, hein, donc depuis 2 ans. Certes, je suis payée à rester chez moi, donc on peut dire que c'est super, mais c'est pas le cas. Donc 3 ans de bataille, et je viens d'avoir mon prud'homme, donc j'ai gagné. Donc voilà, donc ça, je suis aussi fière de moi. Moi, ma question surtout, c'est que là, on parle loi travail, El Khomri, celle qui est déjà passée, celle qu'ils sont en train de mettre en place, et celle qui va être à nouveau en fait rediscutée, notamment au niveau du code du travail. Par contre, on oublie largement, c'est la loi Macron. Donc certes, moi j'ai gagné en fait au prud'homme, sauf que la loi Macron, ben, elle était au-dessus de ma tête, et les indemnités, les dommages et intérêts ont été plafonnés. Donc pour la mise au placard, hein, sur une demande de 60 000, j'ai obtenu 10 000. Donc c'est pas grave, hein, le principal c'est que j'ai gagné, mais c'est sur les lois déjà en fait passées, et notamment loi Macron qui maintenant est président, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que la France insoumise peut faire quelque chose sur une loi déjà en fait passée? Voilà. 289 députés, et du coup on prend le pouvoir et on abroge. On abroge la loi El Khomri. C'est une promesse présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. On abroge la loi Macron 2, qui est la plus dévastatrice de toutes les lois, sachant que la loi Macron 1 contenait 80 articles qui étaient hyper destructeurs de notre tissu social. Et aussi revoir tout ce qui est ubérisation, parce que ce n'est pas un modèle sociétal non plus. Moi c'est Nicolas Gessel. Voilà, moi j'avais une question qui me tient très à cœur, et c'est par rapport aux traditions en fait, la course camarguaise, tout ça. On sait qu'il y a de moins en moins de dotations et qu'il y a de plus en plus de maires, et surtout à Marciargues, ils font tout pour supprimer la course camarguaise. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez, et qu'est-ce que la France insoumise pourrait faire pour nous, pour les jeunes qui se battent pour notre héritage? Alors en fait, ça nous tient à cœur cet héritage parce que c'est une partie de nous-mêmes. Je vois bien du côté de Sète, du côté de Frontignan, ce sont les joutes. Et demain, sur les joutes, ça ne peut pas marcher. Quand j'ai habité là-bas, ça faisait partie du paysage. Tout le monde avait donc un symbole qui est rapproché à cela. Ici, c'est la Petite Camargue. D'ailleurs, j'habite un petit quartier qui s'appelle la Petite Camargue. Nous sommes pour ces traditions, certes. Nous sommes pour ces traditions. Il faut des dotations. C'est comme pour Magali, il faudra revoir dans son champ de compétences aussi et de son domaine de pratique. Elle a besoin qu'on revoie aussi le bâti et le foncier. Parce qu'un jeune agriculteur, quand il va vouloir s'installer, il se retrouve confronté à une autre réalité qui est la spéculation immobilière sur les terres qui ne peuvent être que cultivables ou exploitées, et on va leur vendre à un prix pas possible. Pour un jeune qui va s'installer, ce n'est pas possible. Cela dit, sur cette question-là, il y a besoin de vous. Vous savez que la loi, c'est vous. C'est vous qui devez proposer des lois. Vous connaissez ce qui vous manque. Nous, dans la France insoumise, le travail devra être fait en amont avec les citoyens. Nous allons, la permanence notamment, ce sera pour récolter des doléances locales dont personne ne peut entendre parler parce qu'ils ne pourront pas l'inventer là-haut. Donc nous prenons vos doléances, nous transportons ça et nous voyons ce que nous pouvons faire. Vous penserez bien que la question de la Camargue ne correspond qu'à la Camargue. S'il y a quelque chose qui peut être encore plus intéressant, ça veut dire nous serons les ambassadeurs. On va porter cette image de la Camargue. Nous allons la promouvoir. Ça, c'est déjà un premier pas pour la publicité. Après, c'est à vous de nous dire
quelles sont au plus près vos attentes et qu'est-ce qu'il manquerait. Et je prends ça ici. Par exemple, s'il y a les pêcheurs de lune, les pêcheurs d'amphi, eux, ils doivent avoir d'autres doléances. Il faut qu'on les entende. Du côté de Montpellier, où c'est le tout bitume, ou s'il y a un manque, il faut revoir les loyers pour les jeunes qui veulent s'installer. Il faudra les prendre tous en considération. Parce que faire des fausses promesses, ce ne serait pas juste. Par contre, si on travaille ensemble, c'est le but de notre démarche citoyenne. Il faut l'enrichir, cet avenir en commun, tout le temps. Vous nous dites ce qu'il faut, ce que nous pouvons faire. On peut faire un amendement, mais ce ne sera pas constamment, ce sera une fois, 2 fois. Le reste, c'est pour légiférer des lois sur tout l'ensemble du territoire. Mais bien sûr, chaque territoire a sa particularité. Là où il y a le muscat de Lunel, c'est important. Le muscat de Frontignan, exactement, j'ai habité à Frontignan, donc c'est important. Le littoral et la protection du littoral, c'est important. Voilà, les Lunel, c'est important, le tissu associatif et les attentes des citoyens. Donc tout cela, ce sera avec vous. Et ce sera le rôle du député d'être tout le temps en contact avec les citoyens. Voilà, et savoir au plus près quelles sont leurs attentes. Alors le rôle de Iman, ce sera surtout d'être là-haut pour nous défendre. Et puis après, dans les attachés parlementaires ou les détachés parlementaires, ils seront là pour écouter et effectivement remonter ces informations-là. Le traitement de la tradition, pour répondre un peu plus précisément, ça fait partie aussi de l'ensemble de la démarche du traitement de la culture française et de ses spécificités locales. Et c'est des démarches qui doivent être effectivement des raisonnements nationaux et pas que provinciaux ou locaux. Voilà. Donc c'est quelque chose effectivement qu'il faut prendre en compte au niveau global. Je tiens à vous remercier. Il y a quoi? Ah. C'est la dernière, hein. Je vous préviens tout de suite. Hein. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir Imen. Alors moi ma question, je reviens sur le monsieur qui a dit notre député sortant, monsieur Vignal, sur 5 ans, moi personnellement, je l'ai sollicité pour un rendez-vous. À ce jour, aucune réponse de sa part. Bien sûr. Je reviens à ce que vous avez dit sur la permanence, qu'il y aurait une permanence sur Montpellier. Non, et sur Lunel. Ah, sur Lunel, d'accord. D'accord, d'accord. Parce que moi... D'accord, parce que moi... C'est écrit dans le bail, en fait. Une fois élu, ce sera la permanence du député. Moi, j'ai pensé aux personnes qui n'ont pas de moyens de transport. Parce que je ne vous ai pas entendu parler pour les accessibilités des personnes à mobilité réduite. Absolument, absolument. Voilà, parce que sur Lunel, parce que moi, je fais partie d'une association. Oui, tout à fait. Je vais la citer, c'est l'APF. Oui, 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 oui. Donc, l'APF, ils me disent que sur Lunel, il y a très peu d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Je vous prends le cas de la CPM de Lunel, il n'y en a pas. Donc, est-ce que vous, là ce soir, vous êtes à l'écoute de toutes les populations qu'il y a là? Vous serez présente à tout moment. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette question, parce qu'effectivement, il y a des choses que nous avons notées, et pour aller plus vite, nous sommes passés sur certains sujets. Ce sujet-là, je vais vous le dire, pour avoir été présente auprès de l'APF et d'avoir agi avec un contrat au GIHP, je connais ces problématiques-là de l'accessibilité. J'ai enseigné en envoyant et déficients visuels. Je me suis formée à certains logiciels de synthèse vocale pour vous dire à quel point l'accessibilité et l'handicap me tient à cœur. C'est vrai que je n'ai évoqué que le côté prestation, que la France Insoumise compte qu'il soit cumulable avec les revenus du conjoint. Et effectivement, il y a, nous, dans l'avenir en commun, c'est un chapitre entier, c'est un livret thématique à part entière qui traite de cette question-là. Ce n'est pas normal de laisser des citoyens sans accessibilité, sans aide, sans qu'il y ait des institutions qui ne les prennent pas en compte et qu'on ne puisse pas rentrer surtout dans des établissements de fonction publique. Qu'on ne puisse pas rentrer dedans, c'est inadmissible, c'est incroyable. C'était effectivement 10 milliards absolument. C'est 10 milliards d'investissements. Ça, c'est un sujet qui me tenait à cœur, les journalistes le savent, l'handicap et tout ce qui tourne autour de l'handicap, mais il y a tous les autres sujets qui nous tiennent à cœur, parce que je vais vous dire, on a signé une charte et nous sommes rattachés au programme L'Avenir en commun avec toutes les thématiques. Il y aura toutes les thématiques qu'on devra
on sera élu en majorité J'espère. et tous ces candidats-là J'espère bien. vont se tenir à cela. Et il y a des handicapés, vous savez, dans la France insoumise, notamment comme il y a des chômeurs, des demandeurs d'emploi. Nous sommes la société civile. Il y a une personne qui a enrichi ce livret thématique sur l'handicap qui elle-même en souffre. Donc elle connaît très très bien les problématiques, les prestations qu'on leur offre, les difficultés, là où il va falloir aller pour légiférer sur des nouveaux amendements, sur des nouvelles propositions de loi et surtout sur l'application de la loi existante. Parce que si celle-là, on l'appliquait déjà, on n'en serait pas là. Tout à fait. Merci à toutes, merci à tous. Je fais encore une fois un petit peu de propagande. Hein. Souad Azibi qui est ici, qui est notre mandataire financier, qui est une personne qui ne parle que d'argent et d'amour. Donc, si vous voulez qu'elle vous parle d'amour, parlez-lui d'abord d'argent, faites vos dons, investissez. On est là pour gagner, on n'est pas là juste pour faire de la figuration, mais on a besoin de moyens pour y arriver, donc n'hésitez pas à faire des dons. C'est avec grand plaisir que Souad vous délivrera des récépissés que vous pourrez déduire de vos impôts. On peut au moins faire ça quand même. Nous aussi, on peut défiscaliser. Je vous remercie encore de votre participation active. Nous avons un apéritif disponible là-bas et on vous attend mercredi prochain à Moggio où il y aura à nouveau une réunion publique où on sera un petit peu plus en phase puisque là ce coup-ci c'était la première, donc vous avez essuyé les plâtres. Merci de votre patience et de votre compréhension. Un dernier remerciement, je remercie le maire quand même de nous avoir donné cette salle qui est magnifique et de nous l'avoir mise à disposition. C'est voilà. Et je le remercie énormément. Je remercie tous les techniciens qui sont là, qui ont veillé à ce que... Ils sont cachés, ils sont là. Voilà, qui représentent un petit peu les médias. Et je remercie les journalistes, notamment celui de la Marseillaise, qui nous a rencontrés aujourd'hui, qui a fait un article. Je remercie celui de La Glorieuse, il y a 2 jours, qui nous a contactés. Et grâce à nos jeunes et notre directeur de campagne et Manon, nous avons eu même BFM qui est venu faire un reportage, BFM TV, qui est venu à Lunel dans notre local de campagne pour parler de la France Insoumise et des candidats de la France Insoumise et l'équipe des jeunes qui œuvrent à ce que l'avenir en commun soit porté par la force du peuple. Voilà, merci. Merci à tous. Merci à Polisson TV. Bravo les gars, c'était super. Merci beaucoup. Merci Polisson. Et à mercredi prochain à Moggio à partir de 19h, je pense, dans ces eaux-là, à la salle Morastel. N'hésitez pas à le dire et à le partager. Merci beaucoup, à bientôt. Le bar est à gauche. À votre gauche.